Nabil Kabavé, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Amarante, Le sang dans le sang, sous-titré Ou le tribunal de la terre. Alors ma première question, par qui est représenté justement le tribunal de la terre dont vous parlez? Voilà, c'est un tribunal imaginaire qui juge cinq conquérants de l'histoire que moi je qualifie d'envahisseurs, mais qui sont généralement connus sous le titre de conquérants de l'histoire. Et ce tribunal de la terre est composé de gens anonymes. Ils n'ont pas de nom, ils viennent de plusieurs pays, cinq hommes, cinq femmes, des cinq continents qui vont juger les cinq envahisseurs conquérants. Et alors pourquoi ce titre, Le sang dans le sang? Parce que justement, ils ont répandu beaucoup de sang durant leur passage, durant les années où ils ont gouverné. Et puis là, c'est une phrase du livre, Le sang dans le sang. Il y a un des juges qui dit à César, en parlant entre autres des arènes et des jeux qu'on appelle les jeux qui n'étaient pas des jeux, c'était des jeux sanglants à Rome, et qui lui disait à César, vous aviez le sang dans le sang. Alors j'ai retenu cette phrase pour le titre que j'ai accompagné du tribunal de la terre. Et pourquoi avoir choisi cinq grands noms de l'histoire? Parce qu'ils sont représentatifs de cette violence qui, au fil des ans et des siècles, se perpétue et recommence. Et le problème veut que les gens, et l'histoire avec un grand H, les considèrent souvent leur donne une gloire que, à mon sens, ils ne méritent pas. Ce sont des personnages qui ont dévasté les terres et les populations, et il est regrettable que l'histoire les traite de grands conquérants et leur dresse des statues et leur donne des titres de gloire qu'ils ne méritent pas. Mais du coup, certains de ces personnages ont aussi défendu leur pays, leur territoire. Il est vrai que pour certains, ils ont commencé par défendre leur pays, leur territoire, comme Alexandre. Alexandre le Grand avait refoulé les Perses qui étaient installés aux portes d'Athènes et proches de la Macédoine. Il les a refoulés, bon, il aurait pu les refouler jusqu'à la Perse, mais il a continué ensuite au-delà de la Perse, bien au-delà de la Perse, malgré les conseils de Parménion, qui était un de ses généraux et qui avait été général de son père Philippe, qui lui avait conseillé de s'arrêter, et qu'il avait dit la phrase célèbre, si j'étais Alexandre, je me serais arrêté là, et Alexandre lui avait répondu, j'y étais Parménion, je me serais arrêté aussi. Mais Alexandre avait continué, et il avait pratiquement, ses armées avaient massacré les populations qui ne voulaient pas se soumettre, et il est arrivé de cette façon jusqu'à l'Inde. Or, entre la Macédoine et l'Inde, bon, il y a quelques kilomètres sans doute, et il n'était pas obligé d'aller aussi loin et de massacrer, de tuer les populations. Parfois, ils sont entrés dans des villes, dans des villages, et les gens avaient fui, et ces soldats avaient reçu l'ordre de poursuivre les femmes, les enfants qui fuyaient dans les champs, en dehors des villes, et de les massacrer. Donc Alexandre s'est rendu également coupable de ce qu'on appelle aujourd'hui de crimes de guerre. Vous parlez de César dans votre ouvrage, mais pourtant Rome a développé une structure pour les territoires conquis, des routes qui sont encore visibles aujourd'hui. La civilisation romaine a laissé des traces qui sont encore visibles de nos jours. C'est vrai, on ne peut pas le nier, mais il y avait aussi la Pax Romana, selon les Romains. Selon les Romains, c'était la Pax Romana, mais selon les pays envahis, qui se rebellaient souvent, mais qui ne pouvaient pas se rebeller contre la force extraordinaire de Rome. Et bon, il est vrai que Rome avait créé ses routes, ses vias, qui allaient
jusqu'en Orient et jusqu'au nord, jusqu'en Gaule. Mais c'était surtout pour servir de voie de passage à leurs armées. Et quand une armée arrive dans un pays qu'elle veut conquérir, ils traversent, ils détruisent le pays, quoi. Ces armées-là passent dans les champs, passent dans les villages, ce sont des vols, c'est une armée qui avance. Et rien ne l'arrête. Il ne faut pas idéaliser ces armées qui passent. Les armées se ressemblent. Les soldats qui composent, dont est composée cette armée, sont des hommes comme les autres. Et ils sont là pour vaincre. Et ils volent, ils violent, ils pillent. Et l'armée, les légions, sont nourries sur place. Donc les chefs romains fournissent aux armées ce qu'ils trouvent sur place pour que les légions puissent se nourrir et puissent avancer. Donc c'est une vraie dévastation. Il est vrai qu'ensuite, bon, ils imposent la loi romaine et l'ordre romain, mais sous conquête romaine et sous domination romaine. Et à ce moment-là, où est la liberté? Là, il faut dire une chose, c'est que l'opinion publique condamne les guerres récentes et les généraux qui ont mené des guerres récentes au début du siècle passé et au milieu du siècle passé. Mais les guerres qui ont précédé ces guerres de l'Antiquité étaient aussi dévastatrices que les guerres récentes, mais les gens oublient, l'opinion publique, les gens oublient ces faits et idéalisent ces anciennes guerres qu'ils traitent, qu'ils considèrent comme des conquêtes. Ils glorifient leurs chefs qu'ils traitent de grands conquérants. Mais si ce grand conquérant venait aujourd'hui à traverser leur pays, il changerait sûrement d'avis. Pourtant, Alexandre a introduit la culture grecque dans bien des civilisations et Napoléon a imposé le code civil partout en Europe. Bon, c'est vrai que la culture grecque a été diffusée grâce à Alexandre, mais il faut dire aussi que Alexandre, malheureusement, les armées d'Alexandre ont tué et massacré des populations pour maîtriser leur pays et mettre la main sur leurs richesses. Et bon, il y a un à côté qui est favorable, qui est la diffusion de la culture grecque, qui est certainement positif, mais à quel prix? Au prix du sang humain. Et quant à Napoléon, bon, Napoléon, c'est lui qui a été au devant des armées de quasiment tous les pays et les États européens de l'époque. Ce ne sont pas les États européens de l'époque qui sont venus au devant de lui. Donc il a fait la guerre à pratiquement tout le monde, tous les États. Et le Code civil, c'est une réalité, certainement. Mais il faut savoir que ce n'est pas Napoléon qui a lui-même institué le Code civil. Le Code civil avait été élaboré par la Révolution plusieurs années auparavant. Et Napoléon a eu le bonheur, disons, de remettre à jour cette étude du nouveau Code civil qui était en voie d'élaboration et à le finaliser. Mais ce n'est pas lui personnellement, il assistait aux séances sans doute de recherche et d'études pour le Code civil, mais lui il était là en tant que spectateur et d'après certains témoins de l'époque, il s'endormait parfois, pas seulement sur ses lauriers. Et Pizarro et Gengis Khan dans tout ça. Alors Gengis Khan est arrivé des fins fonds de la Chine, il est arrivé jusqu'en Europe. Et on ne peut en aucune façon justifier l'invasion je crois, autour de 8000 km de distance, ce qui représentait des journées et des semaines et des mois à cheval. Et rien ne justifie le fait que lui et ses armées et ses descendants par la suite, ça a duré dans les 250 ans, mais lui, à la base, avec ses armées, était arrivé jusqu'en Europe. Et rien ne justifie le fait d'arriver jusqu'en Europe, tout en massacrant totalement les populations qui ne voulaient pas se soumettre. Et en revenant sur place, disons un mois après ou quelques semaines plus tard,
il retrouvait parfois des gens encore vivants, il les massacrait encore pour s'assurer qu'ils ne laissaient aucune vie derrière eux. Et quant à Pizarro qui était conquistador, là c'est la cupidité à 100% parce que rien ne pouvait justifier, et rien ne justifierait l'invasion et l'occupation de terres aussi éloignées de l'Espagne et qui étaient inconnues encore. Il n'y a aucune raison, il n'y avait aucune raison de défense du territoire. Et c'est la cupidité seule qui les avait amenés jusqu'en Amérique du Sud. Ils avaient dévasté ces pays à la recherche de l'or et dévasté ces populations. Et la population inca a compté, d'après les historiens, les chroniqueurs, est comptée dans les 70-80 millions d'individus. Et Pizarro et ses successeurs, il est vrai, en 150 ans, ont réduit cette population de 80 millions à 15 millions environ, donc à 10 ou 15% de ce qu'elle était à la base, en l'asservissant, en l'utilisant dans les mines et en s'amusant à la tuer. Parfois, il le faisait par jeu gratuitement. Donc c'était juste pour la recherche de l'or et ils ont exporté vers l'Europe à l'époque des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or et d'argent.